Bonjour, alors troisième question, troisième vidéo que je fais par rapport au cours de JASP, hein, et aux séances qui n'ont pas pu être dispensées. Alors maintenant, la question qui va être posée, il va y en avoir deux à nouveau, vous voyez que j'ai mis question 1, il va y avoir à nouveau deux questions comme dans la vidéo précédente. Donc ici, tout d'abord, le chercheur se demande s'il existe une différence entre les lycéens et les lycéennes, hein, donc entre les hommes et les femmes, si on veut, on peut le dire comme ça aussi, concernant la moyenne au bac, l'estime de soi, l'efficacité personnelle perçue et les troubles anxio-dépressifs. Donc voilà la question qui est posée, elle est devant les yeux, faites pause et essayez de comprendre et de trouver en fait le test statistique qu'il est nécessaire d'utiliser ici pour répondre à cette question du chercheur. Je vous laisse et on revient après pour les explications. Alors, c'est parti, on y va. Alors, une question qui est pas, qui est à la fois simple et qui a une petite subtilité, quelque chose qu'il faut comprendre. Alors, c'est pas une question que j'ai voulu piège au départ, quand je l'ai posée il y a assez longtemps, hein, il y a presque 25 ans maintenant que j'avais commencé, à faire ce cours, mais, je la voulais pas piège au départ, c'est simplement qu'elle m'est venue comme ça. Par facilité, on va dire, je me la suis posée comme ça et donc je l'ai posée ensuite aux étudiants comme ça dans le cadre de ce TD. Hem, alors cette question a une petite subtilité, on va le voir parce que, bah, si vous raisonnez comme on le fait d'habitude en se disant: «Bon, quelles sont les variables en jeu dans la question?» On va voir, hein, si on regarde ensemble. Alors voilà, je vais trouver qu'il y a une variable qui est la variable sexe ici, puisqu'on parle de différence entre lycéens et lycéennes, donc il y a bien la variable sexe qui est mobilisée, les hommes, les femmes. On la connaît bien, cette variable-là, c'est une variable nominale, à deux modalités, donc dichotomique, et définissant deux groupes indépendants, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes personnes dans chacun des groupes. Mais on a aussi une autre variable, une deuxième variable, qui est la moyenne au bac, puisqu'on demande la différence entre lycéens et lycéennes concernant la moyenne au bac. Bon, bah, la moyenne au bac, c'est aussi une variable qu'on a déjà vue quelques fois. C'est une variable, évidemment, par intervalle, comme toutes les variables de moyenne, en fait, ça va être des variables par intervalle, numérique ou continu étant des synonymes, je le rappelle une nouvelle fois. Mais ce qui est surprenant, c'est que d'habitude, en général, on cherche 2 variables, mais ce qui est surprenant, c'est qu'ici, quand je regarde la question, bah, j'identifie aussi une troisième variable, l'estime de soi. Donc évidemment, là, ici, quand on parle d'estime de soi, on parle du score total, obtenu à l'échelle d'estime de soi. Donc on va avoir une variable qui est aussi comme ça un score total, c'est une moyenne ou une somme, mais on a une variable par intervalle ici. Pareil pour l'efficacité personnelle perçue, quatrième variable que j'identifie ici, et puis les troubles anxio-dépressifs, la même chose, on aura un score total qui sera aussi une variable d'intervalle. Donc voilà, au total, ici, je me retrouve avec 5 variables. Et alors là, surprise, parce que si je vais évidemment, alors pas là-dedans, mais non, pas là-dedans non plus, voilà, dans ce document-là, on va zoomer un peu dessus. Si je vais ici, bah, un peu le même problème qu'on avait dans la vidéo précédente, c'est qu'ici, on parle toujours de deux variables. Une des deux variables, la deuxième. Et plus loin, on aura les deux variables, mais jamais on va avoir les 5 variables comme c'est le cas ici. Alors c'est là qu'il y a une petite subtilité en fait. J'ai été un petit peu feignant quand j'ai posé la question, j'avoue, voilà, j'ai fauté par excès de fainéantise ici. J'ai En fait, dans cette question, si on regarde bien, on va voir que, si on peut la découper, on va voir que finalement, il n'y a pas qu'une question qui est posée ici. Regardez, si je la découpe, le chercheur se demande s'il existe une différence entre les lycéens et les lycéennes concernant, premièrement, la moyenne au bac, mais concernant aussi l'estime de soi, concernant aussi l'efficacité personnelle perçue et concernant enfin les troubles anxio-dépressifs. Donc en fait, ce qu'on voit et ce qui se dessine ici, c'est qu'en fait, on a 4 questions en une. Et quand je dis que j'ai fait le feignant, bah, au lieu de répéter 4 fois la même question, quasiment la même question, hein, en changeant simplement une variable dans chacune d'entre elles, eh bien, au lieu d'être un peu feignant, enfin, au lieu de plutôt de poser systématiquement la question, j'ai été un petit peu feignant et j'ai tout synthétisé, résumé dans une même question. Alors, je sais bien que ça pose problème aux étudiants. Je vous dis, ça fait presque un quart de siècle que je fais ce cours et je m'en suis aperçu chaque année dans chacun des groupes. C'est toujours la même chose. Quand je pose cette question telle quelle la première fois, il y a des difficultés à bien percevoir ce qui est en jeu, quelles sont les variables, pourquoi il y en a plusieurs, qu'est-ce qu'on gère, comment on fait ça. Il y en a qui comprennent qu'il y a qu'il y a 5 variables et ils cherchent un test qui pourrait correspondre à ça. Enfin voilà, il y a vraiment
je dirais à ce stade du cours, il y a vraiment une volonté d'essayer de trouver, de comprendre, d'aller chercher et ça, c'est tout, à l'honneur, enfin ou en tout cas au mérite des étudiants qui cherchent à trouver une solution. Mais ce qu'ils ne comprennent pas souvent, c'est qu'ils ne perçoivent pas les 4 questions qui sont posées ici. Il y a 4 questions, vous voyez, le chercheur se demande s'il existe une différence entre lycéen et lycéenne concernant en moyenne au bac, première question. Puis la deuxième, c'est la même chose, exactement la même chose. J'ai fait un copier-coller, mais j'ai juste changé la variable finale. Ce n'est plus la moyenne au bac, c'est l'estime de soi, et puis etc., etc. Je vous laisserai lire, faire pause sur la diapo si vous voulez, et lire cette diapo, mais c'est exactement la même question. Et comme c'est exactement la même question, eh bien, je disais, j'ai fait le feignant, j'ai tout synthétisé. C'est pas volontaire de vous mettre dans l'embarras, voilà, c'est simplement que bah, ça paraît évident. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'habitude de faire des stats, on va souvent faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, on verra que même JASP, le logiciel dans lequel on va réaliser les tests ensuite, nous permettra de faire ça, nous permettra de synthétiser plusieurs tests. Alors, il fera plusieurs tests, hein. Alors, il y a 4 questions, il fera 4 tests, mais il les mettra dans un même tableau. Vous voyez, il fera aussi un peu le feignant, comme je dis que j'ai fait le feignant. Donc, en fait, c'est pas une volonté de nuire, de malveillance, ou de tout faire tomber dans un piège, c'est pas ça du tout. C'est simplement, c'est naturel, c'est tout à fait naturel. Et je crois que j'ai dit dans certains groupes, peut-être pas dans tous les groupes, la dernière fois que je vous ai eu, je vous ai dit, vous savez, votre meilleur ennemi, à un moment donné, ça va être vous, quoi. C'est-à-dire que vous-même, quand vous allez faire vos propres recherches, vous allez vous poser vos propres questions à partir de la base de données, parce que vous voulez explorer vos hypothèses, voilà. Vous allez vous poser vos propres questions, et vos questions, bah, la plupart du temps, il faudra bien les travailler. C'est-à-dire que la première formulation ne sera pas toujours idéale, et vous aurez du mal à vous comprendre vous-même quoi, dans cette formulation, et vous aurez du mal à trouver le test à partir de la méthode que je vous ai montrée jusqu'à présent. Donc en fait, l'idée, c'est toujours d'essayer de bien comprendre quelle est la question, bien la formuler. La mienne n'était pas mal formulée, c'est simplement, je vous ai dit, voilà, elle synthétisait 4 questions en une pour éviter de répéter, répéter, que ce soit trop long. Voilà. Donc, si vous arrivez déjà à percevoir ça, ça c'est déjà un grand pas parce que la suite, vous allez voir que la suite est extrêmement simple. Maintenant, par rapport à la méthode que je vous ai donnée, la suite c'est extrêmement simple. Regardons. Donc on a 4 questions. Donc c'est parti. Je les sépare et j'identifie les questions dans chacune. Donc, intéressons-nous d'abord à la première question, celle tout en haut. Le chercheur se demande s'il existe une différence entre les lycéens et les lycéennes concernant la moyenne au bac. Mais ici, en fait, on n'a que 2 variables. Donc, vous voyez, ça redevient simple ici. On a bien sûr le sexe qu'on a déjà évoqué, donc c'est une variable nominale de modalité définissant 2 groupes indépendants. Et on a la moyenne au bac qui est une variable d'intervalle. Donc je redis simplement ce qu'on a vu un peu plus tôt. Mais vous voyez que cette fois-ci, bah, on n'a que 2 variables pour la question 1. Donc, si je vais dans le document qui me permet de trouver le bon test, donc toujours, hein, je commence par les lignes en gras, toujours de haut en bas, je lis la première ligne en gras, une des deux variables, est-ce que c'est une question qui est posée ici, est-ce qu'une des deux variables a deux modalités définissant deux groupes indépendants? Ben, je regarde, deux modalités définissant deux groupes indépendants, vous voyez que la variable sexe correspond tout à fait à ça, donc il n'y a aucun souci, on va rentrer dans cette première partie du document et on va lire les tirés. Donc ici, on va se demander, est-ce que la deuxième variable est dichotomique? Ou alors, est-ce qu'elle est nominale? Est-ce qu'elle est en classe ordonnée? Est-ce qu'elle est ordinale? Est-ce qu'elle a un classement? Eh bien, rien de tout ça. La deuxième variable, vous voyez, c'est la moyenne au bac ici. Et c'est une variable d'intervalle numérique ou continu. Donc en fait, on va se retrouver plutôt sur le dernier tiré. Mais toujours lire de haut en bas. Voilà, donc je suis à ce niveau-là, et regardez, bah, le test qu'on va réaliser ici, eh bien, c'est une comparaison de deux moyennes, et une comparaison de deux moyennes, ça se fait avec un test T de student pour échantillon indépendant. Donc, la réponse ici, ça va être test T de student pour échantillon indépendant. Et alors, les autres questions, question 2, question 3, question 4, bon, ça change parce que c'est jamais tout à fait les deux mêmes variables, mais on trouve une constante. À chaque fois, il y a le sexe pour comparer hommes et femmes, lycéens, lycéennes. Donc à chaque fois, vous avez la même variable sexe, donc ça change pas. Donc déjà, globalement, vous allez dire, bah ok, ça veut dire que une des deux variables a deux modalités définissant deux groupes indépendants à chaque fois. Ça, c'est sûr. Donc à chaque fois, on sera ici. Et à chaque fois, donc on change la deuxième variable, mais à chaque fois, cette deuxième variable, c'est une variable d'intervalle. Regardez, score total d'estime, score total d'efficacité personnelle perçue, score total de troubles anxio-dépressifs. À chaque fois, ce sont des variables d'intervalle, donc à chaque fois, on va se retrouver eh bien, sur le dernier tiré ici, et à chaque fois, on va faire un test T de student pour échantillon indépendant. Donc voilà la réponse. On va faire 4 tests T de student pour échantillon indépendant. C'est parti.
On va dans JASP et vous allez voir, bah, ça ressemble déjà à ce qu'on a déjà vu puisqu'on a fait des tests T pour échantillons uniques un peu plus tôt dans la vidéo précédente. Donc là, on va voir que bah, c'est pas très éloigné de ce qu'on connaît déjà. Donc on retourne dans le module test T tout en haut, ici, voilà, test T, on va aller dans les tests classiques et on va choisir la première option qui est test T pour des échantillons indépendants. Alors, ici, on va vous demander, regardez, il y a ici deux cases qui sont importantes. Il y a variable dépendante et juste en dessous, il y a variable de regroupement. Alors, variable de regroupement, c'est la variable qui permet de définir deux groupes. Donc ici, c'est bien la variable sexe, variable nominale à deux modalités définissant deux groupes indépendants, les hommes et les femmes. Donc on va lui indiquer que la variable de regroupement qui va permettre de créer les groupes, ça va être la variable sexe. Ce qu'on veut ensuite, c'est comparer donc les personnes, les hommes, les femmes, les lycéens, lycéennes, les comparer sur leur moyenne au bac. Donc je vais prendre ma variable moyenne au bac et je vais la mettre dans ce qu'ils appellent le champ variable dépendante. Bon, on pourrait discuter longtemps de variable dépendante ou pas dépendante, est-ce qu'on peut utiliser le terme dépendant ou pas. Moi, ça m'embête toujours un petit peu, mais c'est pas choquant ici, d'autant plus que le sexe est, ici, ça sera forcément une variable indépendante dans le sens où on n'obtient pas la moyenne du bac avant d'être né et d'avoir un sexe biologique. Donc en fait, tout ça est déterminé bien avant et s'il y a une influence d'une variable sur l'autre, c'est forcément le sexe qui va influencer la moyenne au bac, forcément. Donc ça me choque pas trop, mais c'est vrai que j'aime pas trop normalement parler de variables dépendantes dans un test T de student, mais bon voilà, je suis peut-être le seul comme ça à vous de vous faire votre propre avis, voilà, en devenant bon plus ou moins voilà, en statistique, au bout d'un moment, bah, vous allez faire vos propres choix dans la manière de percevoir les choses et d'en parler. Bon, ceci étant dit, donc ici, bah voilà, ça y est, j'ai mis, je réponds à ma première question, si je reviens sur mes questions, voilà, celle-là, je reviens sur ma première question, bah, j'ai tout ce qu'il me faut ici pour y répondre. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut, sauf que si je regarde un petit peu les résultats là, qui me sont présentés dans le logiciel JASP, en fait, je m'aperçois que bien, j'ai effectivement un tableau qui me présente la statistique inférentielle. Vous voyez, on a demandé un test T de student, et bien, il nous donne un tableau où on va voir apparaître la statistique du T et la probabilité associée. Mais évidemment, comme je vous l'ai déjà dit dans les différents cours qu'on a pu avoir en présentiel avant, c'est que bah, quand on va commencer à faire des statistiques, avant même d'aller regarder la statistique inférentielle, de vouloir faire une inférence des résultats obtenus sur la population parente, eh bien, il faut déjà décrire ce qu'il se passe dans notre population. Euh, c'est important parce que sinon on fait une inférence de quelque chose, d'un résultat qu'on ne connaît pas. Donc il faut absolument avoir un tableau qui décrive les résultats dans notre population. Donc là on l'a pas. Le logiciel JASP ne nous donne pas ce tableau d'emblée, d'office, par défaut. Donc il va falloir aller cocher une option pour qu'il affiche ce tableau. Ce tableau devra nous dire finalement quelle est la moyenne au bac obtenue par les lycéennes de l'établissement et par les lycéens de l'établissement. Et seulement là, on pourra voir finalement s'il y a une différence entre les deux et si cette différence, enfin, on essaiera déjà de qualifier cette différence, est-ce qu'elle est faible, moyenne ou importante, donc c'est ce qu'on appellera la taille de l'effet, et puis ensuite on essaiera de faire une inférence. Donc ça, c'est ce tableau qu'on a devant les yeux qui nous permet ça. Alors, je vais dans ce cas aller donc dans les options ici et on va ici cocher la case descriptive. Vous voyez, cette case descriptive, elle est bien nommée puisqu'elle nous permet d'obtenir un tableau de statistiques descriptives, tableau qui nous est tout de suite donné ici par le logiciel JASP. Donc il le met en deuxième. Il y a quelque chose d'un peu non logique, parce que normalement, on va commencer par décrire ce qui se passe dans notre échantillon, donc par la lecture de ce deuxième tableau, et ensuite on lira le test student qui est donné dans le premier. Donc si vous voulez, l'ordre n'est peut-être pas évident comme ça, mais bon, il suffit de comprendre que de toute façon, on commence toujours par les statistiques descriptives, que le tableau soit donné en premier ou en deuxième, mais finalement, qu'un détail ici. Alors, qu'est-ce que j'observe ici? J'observe que bah, j'ai voilà, un échantillon avec donc des hommes et des femmes, 41 hommes, 49 femmes. Alors, première remarque ici que je peux faire, c'est souvent une question qui m'est posée par les étudiants chaque année en présentiel quand on a ces TD-là. Est-ce que c'est un problème que les groupes ne soient pas équivalents, enfin ne soient pas égaux, on va dire, en termes d'effectifs, la taille de l'effectif de chacun des groupes est différente ici, 41 hommes, 49 femmes. Alors c'est pas du tout un problème, le test T de student est considéré comme un test robuste, prêt à affronter ce genre de situation.
Donc ce n'est pas un souci qu'il y ait un déséquilibre comme ça des deux groupes. En général, ce qui va être plutôt important, c'est de considérer que chacun des groupes doit avoir un effectif minimum. En général, on va considérer, alors je dis bien en général, parce que c'est pas, en statistique, les choses ne sont jamais aussi claires, c'est jamais tout noir ou tout blanc, donc c'est un peu compliqué. Mais on va dire en général, on considère que quand on commence à faire des statistiques sur des groupes, hein, que ce soit un seul groupe ou sur deux groupes comme c'est le cas ici, dans une corrélation par exemple, on aurait un seul groupe, mais en général, on va considérer qu'il faut au moins 30 personnes parce que les statistiques paramétriques qu'on fait ici, comme le t-student, comme la corrélation, tout ça, c'est des statistiques qui supposent la normalité des distributions des variables. Donc qu'on ne soit pas trop éloigné d'une distribution normale, hein, la normalité étant quelque chose de théorique, mais il faut toujours qu'on soit relativement proche finalement d'une distribution normale, qu'on s'en éloigne pas trop. Et évidemment, quand on a très peu d'observations, bah, c'est difficile, hein, si vous avez deux personnes dans un groupe, dans un échantillon, et bien, deux personnes, vous n'arriverez pas à avoir une belle courbe gaussienne, une courbe en forme de cloche avec deux personnes, ça va pas marcher. Alors est-ce qu'avec 10 ça va marcher? C'est encore un peu faible. 20 aussi. En général, on considère que 30, c'est à partir de là qu'on commence tout doucement à voir se dessiner une distribution gaussienne, si jamais, bah, évidemment, si jamais la variable se distribue normalement, parce que peut-être qu'une variable peut ne pas se distribuer normalement. Mais si elle se distribue normalement, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de souci à utiliser un test T de student, une ANOVA, une régression, enfin voilà, il n'y aura pas de souci à utiliser ces tests paramétriques, mais il faut supposer voilà, qu'elle se distribue normalement et on considère qu'il faut au moins qu'il y ait 30 observations. Donc c'est pour ça qu'en général, on va dire, voilà, il faut qu'on compare des groupes, dans un test student, on va comparer des groupes qui ont au moins 30 observations. Alors, certaines personnes vous diront, certains statisticiens vous diront, bah, même un petit peu en dessous de 30, ça peut passer, parce que le T de student, encore une fois, c'est un test qui est relativement robuste pour affronter ces situations-là. Alors oui, c'est vrai, on peut descendre un peu en dessous de 30 dans certains cas, mais le problème, c'est un peu en dessous de 30, ça veut dire quoi? C'est pas très précis. Donc en général, on préfère dire, voilà, 30, c'est une valeur que vous avez en tête, et vous dites, voilà, il faut au moins 30 observations. Bon, voilà, on peut des fois un petit peu tricher, on peut, si on a un peu moins que 30, bon, on peut quand même faire passer peut-être un test student. Alors après, il y a des tests de normalité hein, qui existent, qu'on peut aller chercher, vous voyez ici, vérification des présupposés, hein, comment ils traduisent ça en français. Effectivement, c'est des hypothèses qu'on a sur les données. On suppose qu'elles suivent une distribution normale, mais si on veut le tester, ben, on peut cocher cette case. Alors, je vais pas trop vous ennuyer avec ça. On l'avait fait, on avait regardé un petit peu les conditions d'application du test pour le Ki 2. Ça me paraissait important de vous rappeler qu'il y avait des conditions d'application, de regarder un petit peu, notamment parce que ben, dans les exemples que j'avais donnés, il y avait quand même des effectifs faibles qui pouvaient remettre en question ces applications, ces conditions d'application. Donc, j'avais attiré votre attention là-dessus, hein, mais c'est vrai qu'ici, bon, on va pas le faire parce que vous êtes finalement que en L3 et que voilà, si on commence à appliquer toutes les conditions d'application, si on veut tout vérifier, bah, ça va devenir difficile les statistiques. Et ce que je veux, encore une fois, c'est que ce cours soit finalement en parallèle d'autres cours, hein, comme méthode expérimentale, là, vous allez faire une recherche, vous allez faire des statistiques. Bah, je veux que ça reste quand même quelque chose d'accessible, que vous allez des statistiques auxquelles vous allez goûter en vous disant bah, c'est faisable, c'est compréhensible, je suis capable d'en faire et puis peut-être pour certains d'entre vous ça va me plaire, je vais avoir envie de faire de la recherche plus tard. Donc voilà, donc c'est plutôt cette idée, on introduit aujourd'hui, sachez que normalement on devrait vérifier la normalité, on va pas le faire, mais théoriquement on devrait quoi. Hein. Bon, on va passer, on va fermer un peu les yeux là-dessus. Et on va simplement s'intéresser maintenant à comment on va analyser, comment on va lire, interpréter, enfin interpréter, commenter plutôt, hein, plutôt commenter ces résultats ici. Alors, je disais, je compare deux groupes, hommes et femmes, je les compare sur la moyenne au bac qu'ils ont obtenue. Donc, on calcule la moyenne au bac pour le groupe des hommes, la moyenne au bac pour le groupe des femmes, et on va comparer les deux. Alors, regardez, les moyennes sont données dans la colonne suivante. On a 11,47 et 11,23. 11,47, 11,23. Bah, alors, c'est du descriptif, on décrit ce qui s'est passé dans un lycée. Alors, imaginons hein, toujours que c'est le lycée Cormontaine, où le chercheur s'est rendu en 2024. Et il a obtenu, voilà, à la fin, au mois de juillet, quand les résultats du bac ont été publiés, eh bien, voilà, il apprend que finalement, bah, les lycéens, dans ce lycée-là, dans ce lycée Cormontaine, par exemple, en 2024, eh bien, les lycéens ont obtenu une moyenne au bac supérieure à celle des lycéennes. Donc, entre parenthèses, évidemment, si vous écrivez cette phrase, vous allez mettre entre parenthèses 11,47. Hein, donc, les lycéens ont obtenu une moyenne au bac supérieure
euh, donc une moyenne au bac, entre parenthèses 11,47, fermez la parenthèse, supérieure à celle des femmes, des lycéennes, entre parenthèses 11,23, et puis fermez la parenthèse. Bon, vous écrirez ça comme ça, en justifiant toujours votre affirmation avec les chiffres entre parenthèses, hein. C'est toujours important. Pareil, quand vous allez commenter un T de Suzanne, entre parenthèses, vous mettrez la valeur du T avec la probabilité associée. Donc c'est toujours très important, voilà, de bien justifier nos affirmations dans les documents qu'on va rendre, dans les rapports, ou même à l'oral. Si vous faites une présentation orale de vos travaux, eh bien c'est important quand même de dire sur quoi vous vous appuyez pour dire que les lycéens, dans votre échantillon, ont obtenu une meilleure moyenne au bac que les lycéennes, hein. Il faudra mettre entre parenthèses les valeurs. Alors peut-être un détail sur lequel je n'avais pas encore beaucoup peut-être insisté, mais normalement quand on écrit une moyenne, donc entre parenthèses, là par exemple vous allez mettre moyenne 11,47 donc pour les hommes. Bien, quand on écrit une moyenne, on associe toujours l'écart type à côté. L'écart type, c'est la variance, hein. La moyenne, c'est un indicateur de centralité. L'écart type, c'est un indicateur de dispersion. Et il faut toujours mettre les deux, et on va voir à quel point c'est important dans quelques minutes. Je vais vous expliquer quelque chose qui est important à considérer dans quelques instants. Donc ici, quand vous allez écrire entre parenthèses, bah, les hommes, voilà, moyenne entre parenthèses 11,47, vous allez mettre également l'écart type. Alors l'écart type est donné dans la colonne suivante. Vous voyez ET, écart type, hein, ce sont les initiales ici qui sont retenues pour désigner cet écart type. Alors l'écart type, hein, je vous rappelle aussi que c'est la variance, c'est la même chose, sauf que c'est la racine carrée de la variance. C'est juste que c'est une racine carrée qu'on applique sur la variance pour obtenir l'écart type, ce qui permet d'exprimer en fait la variance dans une unité qui est la même que l'unité de mesure de la variable. Ici, ce sont des points, hein, il y a de 0 à 20 points qui sont attribués aux épreuves du bac. Donc en fait, l'écart type que vous lisez ici, 1,69 pour les hommes, bah, c'est 1,69 points. Voilà. Si c'était des âges, si on parlait d'âge, eh bien, ça serait des années. Voilà. Mais là, ce sont des points de notation. D'accord? Donc, écart type, c'est la même chose que la variance, mais c'est plus lisible dans le sens où ça se lit dans la même unité de mesure que la variable initiale. Alors que la variance, vous ne pouvez pas la lire directement. Vous pouvez la regarder, vous pouvez l'étudier. On va l'étudier, par exemple, une ANOVA, c'est une analyse de variance. On étudie la variance. C'est quelque chose qui est essentiel dans les travaux en psychologie, d'étudier la variance. C'est ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les différences individuelles à partir des variations entre les individus. Et ces variations, on les résume sous forme de variance ou d'écart type si on prend la racine carrée. Donc l'écart type est un peu plus lisible pour nous, ça a un peu plus de sens. Mais quand on fait des statistiques, des fois on va directement sur la variance, comme c'est le cas dans la NOVA. Donc c'est important, hein, donc pour les hommes 11,47 de moyenne avec un écart type de 1,69 et pour les femmes 11,23 avec un écart type de 1,56. Alors on verra pourquoi c'est important l'écart type dans quelques minutes. Pour l'instant on va se concentrer sur la moyenne. On va se concentrer tout simplement sur la moyenne et puis on va dire bon bah il y a une différence entre les deux. Alors cette différence, d'un point de vue totalement subjectif, vous pourriez me dire, oui, bon, ok, les lycéens ont eu 11,47, les lycéennes 11,23. Finalement, il n'y a pas grand-chose entre les deux, hein. Il y a 0,24, il y a 24 centièmes de points. Vous voyez, 24 centièmes de points, ça paraît pas énorme, hein, mais le truc, c'est que quand on est dans le domaine scientifique et qu'on va faire des études, eh bien, c'est pas notre point de vue subjectif qui va être important, mais bah, c'est d'utiliser des tests pour tester cette différence. Donc là, on va dire, il y a 0,24 de différence, eh bien, on va la tester scientifiquement avec justement un test student. Juste une petite remarque avant, le 0,24, donc c'est 11,47 moins 11,23, pardon, le 0,24, c'est 11,47 moins 11,23. Donc je l'ai calculé simplement de tête, ça me paraissait pas très difficile. Après, on n'a pas toujours envie de faire du calcul mental, d'autant plus que quand on rédige des rapports, des mémoires, tout ça, on n'a pas envie de se tromper, hein, ça va vite de se tromper, tout le monde peut se tromper, l'erreur est humaine. Donc il y a moyen aussi de demander au logiciel JASP de nous indiquer cette différence, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de la calculer de tête. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est l'option paramètres d'emplacement. Je crois qu'en anglais, c'est quasiment la même chose, c'est location parameter, hein, l'option, si jamais vous êtes dans JASP en anglais. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais le fait est que si vous cliquez sur cette option, regardez, vous allez avoir une nouvelle donnée, enfin deux nouvelles données, mais il y en a une qui nous intéresse ici, qui apparaissent dans le premier tableau, le tableau du test student. Pourquoi ça apparaît là? Donc, vous voyez, différence moyenne 0,24, c'est celle que j'ai calculée de tête il y a quelques instants. Eh bien, cette différence moyenne, donc, elle apparaît ici dans ce tableau. Et pourquoi elle apparaît ici plutôt que dans le deuxième? C'est simplement que, en fait, cette différence, c'est ça qui va être testé par le test student qu'on verra dans la première colonne ici. Donc, le test student, il s'interroge, en fait, il se demande si 0,24, c'est une différence qui s'éloigne de 0 ou pas.
Donc, euh, donc, cette différence, voilà, c'est ça qui va être testé. Donc, regardons maintenant ce qui est dit. Donc, le test student, il se demande est-ce que 0,24, ça s'éloigne de manière importante ou pas de 0. Donc, il se pose la question et il nous dit, il va nous répondre, il va nous dire que t est égal à 0,70. Et en fait, là, il est en train de nous dire si ça s'éloigne un petit peu, faiblement, si ça s'éloigne modérément, moyennement, ou si ça s'éloigne de manière importante. Le problème, c'est qu'il parle une langue particulière qui est le student, la langue du student. Bon, moi, je ne connais pas cette langue-là, je ne la parle pas, je parle le français, un peu l'anglais, modestement, hein, mais voilà, je ne parle pas le student, donc il va me falloir un interprète pour comprendre ce qu'il est en train de me dire ici. Cet interprète, il s'appelle le D de Cohen. Regardez, si vous allez toujours ici, vous avez l'option taille d'effet. Taille d'effet. Alors, ces trois options-là, en général, les trois premières ici, cette colonne, de cette deuxième colonne ici, eh bien, vous allez les cocher quand vous allez faire un T. On l'a déjà vu dans le T pour échantillon unique dans la vidéo précédente, si vous avez regardé la vidéo précédente, on a vu qu'on cochait ces cases-là. Eh bien, ici, ça va être la même chose. Et à chaque fois que vous ferez un test student, globalement, là, je coche une par une les cases en vous expliquant progressivement les choses, mais une fois que vous avez compris ça, eh bien, vous allez cocher systématiquement ces trois cases-là parce qu'elles vont vous être utiles. Donc, je viens de cocher taille d'effet, hein, donc cette case-là, ici. Et si je regarde maintenant dans toujours le premier tableau, celui du T-Sudam, eh bien, je m'aperçois que deux nouvelles colonnes sont apparues, et c'est la première des deux là qui va nous intéresser, c'est celle qui s'appelle Det Cohen. Donc, c'est ça qui va nous dire finalement, est-ce que la différence entre les hommes et les femmes en termes de moyenne au bac, est-ce que cette différence, elle est faible, moyenne ou importante? Alors, le dé de Cohen, on a toujours les informations qui nous aident à lire ce dé de Cohen, elles sont données dans le manuel de JAS. Donc, je vais retourner dans le manuel de JAS. Alors, je vous rappelle que pour trouver le bon tableau, moi, en général, je tape, vous voyez, je fais une recherche dans le document et je vais taper Kramer. Kramer, c'était simplement un indice, un indicateur de la taille d'effet pour les Ki 2. Hein, donc je tape Kramer, donc je retombe sur ce tableau qu'on avait déjà vu quand on avait étudié la question du Ki 2, et je vais remonter un petit peu au-dessus. Vous voyez, je remonte même sur la page précédente, page 43 dans la dernière version du manuel, hein, c'est la version 2024 ici. Donc je suis à la page 43, si c'est une autre version que vous avez, vous chercherez hein, simplement. Mais vous remontez juste un petit peu au-dessus du tableau de V. Kramer et vous trouvez ce tableau qui est divisé sur deux pages, mais qui aurait pu, bien sûr, être un tableau en un seul tableau, quoi. Hein. Mais il a été découpé sur deux pages, simplement parce que, voilà, je pense qu'ils arrivaient en bout de page. Et puis eux, ils ont aussi fait une petite distinction entre la première partie et la deuxième partie. Mais globalement, en fait, voilà, c'est le même tableau. Et ici, on va s'intéresser, vous voyez, la première ligne, Between Means Parametric. Donc en fait, c'est dans des tests paramétriques, les différences de moyenne, les comparaisons de moyenne. Et on va regarder, ah oui, je peux pas, si je peux, non, je peux pas. Je peux pas le souligner, mais vous voyez, je vais essayer de mettre ma grosse flèche. On va regarder la première ligne où il y a écrit Det Cohen ici. Et on va avoir plusieurs valeurs qui apparaissent ici. Donc, il y a quatre colonnes en fait. Quand on avait vu le V de Kramer, justement, il y en avait que trois, mais ici, il en met quatre. C'est-à-dire que à partir d'un D de Cohen qui serait égal à 0,2, on parlerait d'un effet faible. À partir de 0,5, on parlerait d'un effet moyen. Et à partir de 0,8, on parlerait d'un effet important. Mais il y a une quatrième colonne juste avant qui est que si on est inférieur à 0,2, donc 0,2, à partir de 0,2, ce serait un effet faible, hein, une différence faible entre hommes et femmes, par exemple, sur la moyenne au bac. Eh bien, avant 0,2, on va dire que toutes les valeurs qui seraient inférieures à 0,2 seraient finalement des valeurs qui témoignent d'une différence ou d'un effet statistique, mais ici c'est d'une différence qui serait triviale. Alors trivial, le mot trivial, moi j'aime bien le remplacer en français. Alors on peut l'utiliser comme ça, hein, on peut utiliser le mot trivial en français, hein, il fait partie du lexique français. Mais moi je vais le traduire par négligeable. Souvent je vais dire la taille des faits, la différence qu'on constate ici entre hommes et femmes sur la moyenne au bac, eh bien, c'est une différence qui est négligeable. Donc, si je reviens finalement à mon dé de Cohen ici, regardez, il est de 0,15. Donc, 0,15, c'est inférieur à 0,2. Eh bien, ici, vous voyez la différence qu'on avait, je vais refaire ma grosse flèche si j'arrive, voilà, 11,47, 11,23, la différence entre femmes et hommes et femmes ici, non, si je prends dans l'ordre du tableau, eh bien, cette différence de 0,24, c'est une différence qui est négligeable, qui est anecdotique, et donc, voilà, elle est même pas faible, on peut même pas dire que c'est une différence faible, c'est une différence qui devrait pas attirer notre attention. Donc, subjectivement, tout à l'heure, on avait envie de dire peut-être 0,24, c'est pas grand-chose,
eh bien, maintenant, c'est confirmé, mais de manière beaucoup plus scientifique, avec l'étude du T et sa traduction à travers le dé de Cohen. Donc maintenant, on peut dire effectivement, bah, cet effet-là est trivial, négligeable, anecdotique, je ne vais pas en tenir compte. Alors, je ne vais pas en tenir compte, j'en parle quand même, hein, évidemment, si j'ai fait la recherche, j'explique ça et je dirais, voilà, ça a un effet anecdotique. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui va ensuite être interprété, il y a rien à dire. En fait, si l'interprétation, c'est que finalement, bah, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes dans la moyenne au bac. C'est ça qu'on pourrait avoir comme conclusion ici. Alors, on va quand même regarder la probabilité qui est associée au t, parce que la probabilité, bah, elle pourrait aussi être significative ici, et ce qui signifierait qu'on va inférer le fait qu'il n'existe pas de différence entre hommes et femmes concernant la moyenne au bac. Donc, je pourrais inférer ça, dire, bah, finalement, je n'observe pas de différence ici, elle est négligeable. Eh bien, c'est la même chose que j'observerai dans tous les lycées. Sauf que ici, bah, la probabilité associée à mon t de student, c'est une probabilité de 0,49. Donc, j'ai quasiment, si j'arrondis 0,50, hein, 0,49, 0,50, j'arrondis un petit peu, je vais dire, j'ai quasiment 50% de chance de me tromper en affirmant que ce que j'observe dans mon lycée cette année-là, eh bien, je peux l'inférer au reste de la population parente, c'est-à-dire bah, à tous les lycéens, lycéennes qui passent le bac chaque année, que ce soit d'ailleurs à Cormontaine l'année prochaine ou l'année dernière à Cormontaine, ou que ce soit dans un autre lycée à Clermont-Ferrand, à Tulle, à Rennes, ou je ne sais où, eh bien, finalement, je ne peux pas savoir ce qui se passerait dans la population parente. Je ne peux pas conclure ici. Alors, c'est certainement ici un problème de taille d'effectif, hein. On a des petits effectifs, 41 hommes, 49 femmes, pardon. Mais évidemment, si vous aviez des effectifs plus conséquents, si vous aviez, je ne sais pas, 20 000 hommes et 30 000 femmes, je ne sais pas, je déséquilibre, mais ça pourrait être 20 000 et 20 000, mais dans ce cas-là, peut-être ça serait significatif, et dans ce cas-là, on pourrait inférer le fait qu'il n'existe pas de différence en moyenne au bac entre les hommes et les femmes, quelles que soient les années, les lycées. On peut penser que ça va s'appliquer. Ce qu'on observe ici dans notre petit échantillon, dans notre petite étude sur le lycée Cormontaine, on pourrait imaginer que ça vaut pour l'ensemble de la population. Donc voilà ce que je peux dire ici sur ce test student. Et donc, si je reviens à mon diaporama, donc voilà, je peux écrire ce genre de choses. Donc, dans cette étude, les lycéens obtiennent une meilleure moyenne au bac. Donc, vous voyez, j'ai mis entre parenthèses la moyenne et l'écart type. Alors, normalement, on va mettre là, je l'ai pas fait parce que je trouvais pas exactement les signes, mais c'est vrai que l'écart type, normalement, je sais plus, c'est un sigma en grec, je sais plus, mais bon, ça passe aussi comme ça. On peut mettre moyenne, écart type. Mais si on peut mettre les indicateurs avec leurs lettres, c'est mieux, hein. La moyenne, normalement, c'est un petit X avec un trait dessus. L'écart type, c'est le sigma en minuscule. Je crois que c'est sigma, mais oh non, c'est peut-être delta. Non, peut-être un delta d'ailleurs. Je dis sigma, mais bon, à vérifier. Là, j'aurais dû vérifier avant de faire la vidéo. Mais en tout cas, vous devriez mettre la petite lettre grecque pour l'écart type. Et donc que les lycéennes, hein, 11-23, et les quartiers 11-56. À la lecture du test student, je peux donc conclure que la différence observée entre lycéens et lycéennes concernant la moyenne au bac est une différence négligeable et non significative. Voilà ce qu'on écrirait dans un rapport. Voilà ce que vous pourriez écrire dans un rapport. Alors, maintenant, j'ai dit ça, j'ai utilisé mon test student, mais maintenant, je vais vous parler de quelque chose que j'aurais dû vérifier avant. Alors, je ne vous l'ai pas dit avant pour pas tout mélanger. Si vous avez déjà compris ça, c'est bien. Ça, c'est bon, c'est pas très difficile à comprendre, ce qu'on vient de voir. C'est carré, voilà. Bon, maintenant, il y a un petit truc un petit peu subtil, un petit peu, pas forcément compliqué, mais il faut comprendre, c'est une sorte de condition d'application. Condition d'application du test student. J'ai utilisé le test student ici, mais avais-je le droit de l'utiliser? Alors, on a parlé tout à l'heure de normalité. C'est vrai qu'on aurait pu déjà vérifier la normalité, on l'a pas fait, donc on ferme un peu les yeux là-dessus. Par contre, il y a une autre chose qui est encore plus importante à regarder. Et je vais vous l'expliquer ici. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra appliquer, qu'il faudra savoir. D'ailleurs, mes collègues, quand ils vous encadreront dans les mémoires, quand ils vous suivront dans vos dossiers, ils attendront que vous regardiez ce genre de choses. Donc, c'est très important à voir. Alors, pour ça, je vais prendre un exemple, mais un exemple complètement improbable. Voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas se produire dans la réalité. Enfin, théoriquement, tout est possible, mais je veux dire, la probabilité serait extrêmement faible que ça se produise. Bon, imaginons que, voilà, j'évalue
les étudiants de L3 sur ce cours, hein, ce cours, traitement informatisé des données quantitatives, et je les évalue pour essayer de voir un petit peu les compétences qu'ils ont développées, donc quel est leur niveau de compétence dans le traitement informatisé des données quantitatives. Imaginons que je fasse ça. Alors c'est quelque chose que je fais évidemment tous les ans à la suite de ce cours, mais imaginons, vous allez voir pourquoi c'est un problème. Imaginons, alors déjà, le premier côté improbable, c'est qu'imaginons que j'ai 100 étudiants, donc pourquoi pas, mais 50 hommes, 50 femmes, on sait qu'en psycho, il y a toujours un gros déséquilibre, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont présents dans les promotions. Mais imaginons, faisons un petit effort là-dessus et pensons effectivement que bah, c'est possible d'obtenir voilà, 50 hommes, 50 femmes. Ça encore, bon, ça va, hein, c'est improbable, mais ça va encore. Mais ensuite, regardons. Deuxième chose, c'est que je regarde maintenant à la fin, donc je les ai évalués, hein, les hommes, les femmes, enfin les L3, on va dire. Je les ai évalués, je regarde leur moyenne, et finalement, bah, j'observe que les hommes ont 10 de moyenne et les femmes ont 10 de moyenne. Bon, pourquoi pas, hein, ça encore, c'est pas si improbable, ça va. Quelle conclusion j'ai envie de porter à partir de là? Bah, logiquement, et c'est vrai que bah, tous les ans, hein, je suis en TD, en présentiel avec des étudiants, je dis, bah, moi, la conclusion que j'aurais envie de porter ici, c'est que les hommes et les femmes ont le même niveau de compétence dans le domaine du traitement informatisé des données quantitatives, puisque bah, je les ai évalués, ils ont la même moyenne, donc ils n'ont pas forcément un haut niveau de compétence, hein, ils n'ont pas 20 de moyenne par exemple, mais ils ont un niveau équivalent, en tout cas ils ont les deux groupes ont 10. Donc en général, les étudiants et les étudiantes que j'ai devant moi bah, sont plutôt d'accord avec moi et avec cette conclusion, hein, et ça paraît tout à fait logique de penser comme ça. Maintenant, je m'intéresse quand même à une petite chose. Tout à l'heure, je parlais de toujours décrire l'échantillon ou les groupes par leur moyenne et par la dispersion des résultats autour de la moyenne. Eh bien, regardons un petit peu quelles sont les notes qui auraient été obtenues par les hommes et quelles sont les notes qui auraient pu être obtenues par les femmes. Donc, et c'est là qu'on rentre dans le côté vraiment, vraiment improbable des choses. C'est que quand je regarde finalement les 50 hommes, les notes qu'ils ont obtenues, eh bien, je vais écrire, donc le premier homme, je vais l'appeler X1, et puis le 50e, X50. Hein. Et je m'aperçois en fait que X1, il a 10, le 50e a 10, et j'ai mis trois petits points, des points de suspension là entre les deux, pour dire qu'en fait, pour dire que finalement, j'ai pas besoin de regarder le 2, le 3, le 4, le 5, jusqu'à le 49 et le 50. J'ai pas besoin de regarder en détail parce qu'ils ont tous obtenu 10. Vous voyez, donc déjà, là, côté très improbable de la chose, tous les hommes ont obtenu 10. Alors soit, tout le monde a obtenu 10, ok. Regardons maintenant ce qui se passerait éventuellement hein, dans cet exemple très improbable chez les femmes. Chez les femmes, ce que je constate, alors les femmes, je vais les appeler Y ici, donc Y1 à Y25, elles ont toutes obtenu 20. Et Y26, donc la moitié des femmes ont obtenu 20, et puis l'autre moitié de Y26 à Y50, elles ont toutes obtenu 0. Et alors, vous voyez, là c'est vraiment très improbable. Hein. C'est pour ça que je parlais d'improbabilité de cet exemple, mais imaginons que ça se produise comme ça. Bon, eh bien, dans ce cas, ce que je suis en train de constater, c'est qu'il n'y a aucun homme qui a obtenu la même note que les femmes de l'autre côté, aucune femme qui a obtenu la même note qu'aucun des hommes de l'autre côté. Vous voyez, euh, aucune femme a obtenu 10. Tous les hommes ont obtenu 10, aucune femme a obtenu 10. Et chez les femmes, il y en a qui ont obtenu 20, il y en a qui ont obtenu 0. Et bien, il n'y a aucun homme qui a obtenu 20 ou qui ont obtenu, pardon, aucun homme n'a obtenu 0. Donc en fait, si je reflète ces notes par un niveau de compétence, hein, on va dire que ben, les hommes ils ont un niveau de compétence moyen et que la moitié des femmes ont un niveau de compétence excellent, parfait, et l'autre moitié des femmes a un niveau inexistant, un niveau de compétence inexistant. Elles n'ont qu'une compétence dans le domaine si elles ont eu 0. Donc en fait, si je résume, moitié des femmes, niveau de compétence excellent, parfait, tous les hommes, niveau moyen, et moitié des femmes, niveau nul, inexistant, voilà. Bon. Donc, aucun homme, aucune femme n'ont le même niveau de compétence. Et donc, ma conclusion que j'avais au-dessus, qui disait, bah, hommes et femmes ont le même niveau de compétence parce que la moyenne du groupe, c'est 10,
eh bien cette conclusion, elle tombe à l'eau. Vous voyez, je l'ai rayée ici, je l'ai barrée maintenant, parce que je me dis, bah, ça ne fonctionne pas en fait, ça ne fonctionne pas. Donc on ne peut pas simplement interpréter des moyennes en les comparaisons, en les comparant, pardon. On ne peut pas simplement comparer des moyennes enfin, on ne peut pas simplement interpréter des moyennes en les comparant. On est aussi obligé de regarder ce qu'on appelle la dispersion des résultats. Et quel est l'indicateur de dispersion auquel on fait appel habituellement? Eh bien, c'est la variance, et plus précisément, c'est la racine carrée de la variance, c'est-à-dire l'écart type. Donc maintenant, si je m'intéresse à l'écart type ici, eh bien, je m'aperçois que dans le premier groupe, le groupe des hommes, eh bien, il n'y a aucune variance. Tout le monde a 10. Donc en fait, ça ne varie pas, il n'y a pas de dispersion. Donc l'écart type, il est minimal. La variance, elle est minimale. L'écart type, il est de 0 ici. Il y a pas de variance ici. Chez les hommes, ça ne varie pas. Tout le monde a 10. Et chez les femmes, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, la variance, elle est maximale. C'est-à-dire que la dispersion autour de la moyenne c'est 10, et la dispersion autour de la moyenne, elle est maximale. Elle ne peut pas être de plus de 10 puisque les notes vont de 0 à 20. Donc elle ne peut pas être de plus que 10, mais elle est égale à 10 parce que la moitié ont 0, l'autre moitié ont 20. Donc l'écart type va être égal ici à 10. Donc d'un côté, on a une variance minimale et de l'autre côté, on a une variance maximale. Donc la conclusion de ce que je raconte ici, c'est qu'il faut absolument vérifier que les variances sont homogènes pour pouvoir comparer les moyennes. C'est-à-dire que si hommes et femmes ici avaient eu un écart type à peu près similaire, dans ce cas-là, ma conclusion que j'avais en haut, là que j'ai barré maintenant, mais ma conclusion, elle était possible. Mon interprétation était possible si les variances sont à peu près enfin, on va dire équivalentes, si elles sont équivalentes, si elles sont similaires. On ne va pas dire égales, hein, on n'a pas besoin qu'elles soient égales, mais il faut qu'elles se ressemblent un peu, qu'elles ne soient pas trop éloignées les unes des autres. Donc il faut absolument, hein, ce que j'ai mis dans ma petite bulle en rose ici, il faut absolument vérifier que les variances sont homogènes pour pouvoir comparer les moyennes. Alors maintenant, qu'en est-il dans JASP? Parce que là, tout à l'heure, on a fait une interprétation des moyennes sans se soucier des variances. On n'en a pas parlé. Donc retour dans JASP, et on va maintenant utiliser un autre test en complément, qui va s'appeler le test de Leven, qui est un test qui est très connu. Tous mes collègues vont le connaître, l'utiliser, et vont sûrement vous demander de l'utiliser si vous ne le faites pas. Donc je retourne dans JASP, voilà, j'arrive ici. Donc mes variances, elles sont représentées donc à travers la colonne écart type ici. Donc les hommes, un écart type d'un 69, les femmes, un écart type d'un 56. Donc ça, c'est mes variances. Et la question, c'est est-ce qu'elles sont équivalentes ou est-ce qu'elles diffèrent d'une manière importante? C'est toujours les mêmes questions qu'on va se poser ici. Donc, de manière très subjective, j'aurais envie de dire, bon, un 69, un 56, il y a 13 centièmes de différence entre les deux. Je pourrais penser que finalement les variances sont relativement équivalentes. Voilà. Mais ça, c'est subjectif. Évidemment, on ne veut pas de subjectif, on veut du scientifique. Donc, sur le plan scientifique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire un test qui va tester si les variances sont homogènes. On parle de test d'homogénéité des variances. Alors, des fois, il est appelé, ça va être le cas dans JASP, il est des fois appelé test d'égalité des variances. Alors, j'aime pas trop dire égal, parce que sur le plan purement arithmétique, vous voyez qu'elles ne sont pas égales, ces variances. Pourtant, elles ne semblent pas différer de manière très importante. Donc, en fait, j'aime pas trop le terme test d'égalité des variances, je préférais le test d'homogénéité des variances, hein. Donc, des fois, il est appelé test d'homogénéité des variances, et des fois, il est appelé test d'égalité des variances. Alors, on va aussi l'appeler par le nom de la personne qui a proposé le test, et on va l'appeler test de Leven. Donc ça va être le nom du test, regardez. Donc il parle bien d'égalité des variances là dans JASP ici, à travers cette option. Et on va choisir le test de Leven. Alors il existe cette formule aussi de Brown-Forsyth, je ne sais pas si je prononce bien le nom, mais historiquement c'est Leven qu'on a toujours utilisé, tous mes collègues connaissent Leven. Si vous utilisez, alors c'est possible d'utiliser Brown-Forsyth, bien sûr, mais si vous l'utilisez, peut-être que mes collègues seront un peu surpris, un petit peu déboussolés par cette utilisation. À voir, hein. Peut-être que eux ils vous diront, utilisez plutôt Brown-Forsyth que Leven, mais honnêtement, par expérience, je dirais que tout le monde connaît très très bien Leven, et donc on va encore utiliser Leven, même si peut-être aujourd'hui, si les auteurs de JAS mettent Brown-Forsyth en premier, peut-être que c'est le test qui est aujourd'hui le plus en vogue, on va dire, hein, plus à la mode, mais n'empêche que voilà, historiquement, c'est toujours Leven qu'on a utilisé, donc moi je vais vous faire utiliser Leven, mais ça change pas grand-chose que ce soit un test ou l'autre, hein, d'autant plus que la plupart du temps, les résultats seront similaires, hein. Donc voilà, il y a certainement une justification qui m'échappe, hein, d'utiliser l'un plutôt que l'autre, mais disons que voilà, moi je vais vous dire, mes collègues utilisent Leven, on va utiliser Leven ici.
Donc j'ai coché cette case et maintenant ce que je vois c'est qu'il y a un nouveau tableau qui est apparu. Alors il est apparu entre les deux qu'on avait déjà, donc c'est celui qui est au milieu ici, et un nouveau tableau qui va proposer le test de Leven. Alors le test de Leven ça va être le coefficient f que vous voyez dans cette première colonne du tableau, la première colonne de résultats, donc le f de Leven. Le f de Leven c'est pareil, hein, vous ne parlez pas de Leven, vous n'allez pas pouvoir l'interpréter. Mais en fait ce qu'on va faire ici, on va faire plus simple que d'habitude, on ne va pas regarder la taille de l'effet. On veut juste savoir si la différence est significative ou pas. Donc si la différence est significative, ça veut dire que les écarts types ici diffèrent significativement. Si elle n'est pas significative, ça veut dire que ils ne diffèrent pas significativement ces écarts types, et dans ce cas-là, on considérera qu'ils sont homogènes, qu'ils sont équivalents. Donc je regarde la probabilité ici, et je m'aperçois que ce test de Leven, donc le f de Leven ici, on lui associe un p de 0,83. Donc 0,83, c'est bien trop élevé par rapport à ce qu'on attend habituellement pour considérer qu'il y aurait une différence ici significative. Le seuil maximum, évidemment, vous le connaissez, c'est 5%, c'est 0,05. Donc euh, ici, donc, on aurait 83% de chances de se tromper si on affirmait que les écarts types diffèrent de manière significative. Non, ce n'est pas le cas. Euh, enfin, je dis, voilà, 83% c'est trop, on ne peut pas prendre ce risque, donc on va considérer que ce n'est pas le cas, et on va dire, finalement, on va plutôt avoir tendance à considérer que ces écarts types, 1,69, 1,56, ne diffèrent pas significativement. Alors, ici, pas de souci. Si les variances sont homogènes, j'ai pas de souci pour utiliser le t de Sudden. Donc en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, les commentaires que j'ai fait sur mon t de Sudden tout à l'heure, quand je disais qu'il était égal à 0,70, qu'il y avait un d de Cohen qui le traduisait en 0,15, que l'effet était négligeable, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est des choses que je peux conserver, c'est bon, c'est valable. Normalement, j'aurais dû vérifier le test de Leven avant d'interpréter. Mais encore une fois, je préfère progresser doucement dans ma vidéo pour vous expliquer les choses. Et maintenant vous saurez que vous devez d'abord vérifier les variances avant de pouvoir utiliser le t de Sudden. Bon, alors ici, tout est bien, tout finit bien, ok, on est content. Mais imaginons maintenant que le test de Leven ait été significatif, c'est-à-dire que le P ait été inférieur à 0,05. Imaginons, c'est pas le cas, mais imaginons que ça a été le cas. Ça veut dire que je n'aurais pas pu lire mon t de Sudden? Eh bien, oui, ça pose problème. Ça pose problème et je ne devrais pas lire le 0,70 qu'il y a ici. Mais alors, comment faire dans ce cas-là? Eh bien, il faut savoir qu'il existe un test qui vient corriger le test de Student pour prendre en compte des variances qui ne seraient pas homogènes, des variances qui seraient hétérogènes, qui seraient différentes, hein, une différence significative. Donc ici, ce test, c'est le test de Welch. Donc je vais cocher cette option, test de Welch, voilà. Et regardez, ce qui va se passer, c'est que mon premier tableau où il y avait le student, eh bien, va s'enrichir ici d'un autre test qui est le test de Welch. Alors je pourrais aussi supprimer student, hein, si j'ai besoin que du Welch, du coup, je peux supprimer student. Mais vous verrez que la plupart du temps, on va faire plusieurs tests en même temps et que des fois on aura besoin de Welch et des fois de student. Donc en fait, en général, on va laisser les deux. Mais vous pourriez très bien dire, je supprime Student parce que ici, j'en ai pas besoin. Bon, moi je laisse les deux, d'autant plus qu'ici, normalement, on doit dire Student. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si jamais le test de Leven était significatif, vous devriez plutôt regarder la valeur du test de Welch. Alors, il se trouve ici que c'est à peu près la même chose que le test de Student parce que il n'y a pas de différence dans les écarts types, c'est pas de différence significative. Donc, finalement, ça change pas grand-chose. Mais regardez, je veux juste vous montrer, on aura une valeur du t de Welch à commenter comme on commente la valeur du t Student. Cette valeur de Welch, c'est une langue différente, encore c'est la langue de Welch, moi je la parle pas, donc je vais l'interpréter, c'est toujours l'interprète que j'avais pour Student, c'est le même interprète pour Welch, hein, il parle plusieurs langues, cet interprète, il parle le Student, il parle le Welch, donc c'est le même interprète, c'est d'être Cohen, je vais juger de la même façon que tout à l'heure, je vais dire, ici c'est une différence qui est négligeable, et puis la probabilité est toujours donnée ici. Alors vous allez me dire, si vous regardez les deux lignes ici, Student Welch, vous allez me dire, mais c'est la même chose, pourquoi je m'embête? C'est la même chose ici, encore une fois, parce que les écarts types ne diffèrent pas. Mais vous verrez, il y a des cas où Student et Welch ne donneront pas les mêmes résultats. Donc il ne faut pas se tromper et il faut aller chercher le bon test. Alors, je reviens, attendez voir mon diaporama. En fait, pour l'instant, je reviens un petit peu en arrière, désolé, voilà. Pour l'instant, voilà, j'ai répondu à la question 1. Hein, le chercheur demande s'il existe une différence entre les lycéens et les lycéennes concernant la moyenne au bac. Mais j'ai pas répondu
aux questions suivantes. Le chercheur se demande s'il existe une différence entre les lycéens concernant l'estime de soi, concernant l'efficacité personnelle perçue, concernant les troubles anxio-dépressifs. Vous voyez qu'à l'oral, à nouveau, je reprends tout ensemble, je resynthétise tout, j'agrège toutes ces questions ensemble, et regardez, dans JASP, on va faire la même chose. On va faire la même chose, je vais recommencer, je vais faire un nouveau test, hein, je ne vais pas m'embêter, hop, je crée un nouveau test, j'aurais pu dupliquer le précédent aussi, mais bon, ça va aller assez vite, hop, je mets la variable sexe toujours en variable de regroupement pour créer le groupe des hommes, le groupe des femmes. Et puis, je vais aller chercher donc le score d'estime de soi. Donc, j'ai un score qui doit s'appeler voilà, estime tot ici. J'ai un score d'efficacité personnelle perçue, donc il s'appelle EPP tot. Et puis, un score de trouble anxio-dépressif HAD tot. Voilà. Et maintenant, je sais que je dois mettre paramètres d'emplacement, taille d'effet, les statistiques descriptives, hein, ces trois options-là. Donc je les coche dès le départ. Voilà, je ne vais plus m'embêter à le faire une par une progressivement. Je vais tout avoir sous les yeux. Et je sais aussi que j'aurai besoin de tests de Leven. Donc je vais aller cocher tout de suite Leven. Alors, est-ce que je coche Welsh tout de suite? Ça dépend. Si Leven, à un moment donné, il est significatif, j'irai chercher Welsh. Pour l'instant, peut-être, on va alléger le tableau, on va pas le mettre, mais on va vérifier ensuite les résultats. Alors, donc je suis sur ces trois tableaux-là. Donc ce que je vais faire, c'est que vous voyez que le logiciel, il fait comme moi, il synthétise tout, hein. Enfin, je veux dire, il fait trois tests indépendants, mais à chaque fois, il ne va pas vous multiplier. Tout à l'heure, on avait trois tableaux, il ne va pas vous multiplier ça par trois questions ici. Il ne va pas faire 9 tableaux. Vous voyez qu'il synthétise comme je l'ai fait à l'oral. Alors, d'ailleurs, autre chose, c'est que, vous voyez, si on prend le tableau descriptif ici, simplement, vous voyez qu'il traite donc l'estime de soi, l'efficacité personnelle perçue, les troubles anxio-dépressifs, et donc il traite tout ça, et puis après, bien sûr, il va faire la même chose pour les veines, et puis il va faire la même chose pour IT Student. À chaque fois, il va traiter les trois questions. Les trois questions, encore une fois, sont indépendantes. Par contre, il réunit tout dans un tableau, et ça, c'est une présentation qui pourrait vous inspirer. Si jamais dans le travail que vous faites, vous avez plusieurs fois des tests de student que vous réalisez, notamment ici par exemple des tests de student pour échantillons indépendants, mais même si c'est des appareillés, ça pourrait marcher aussi, à condition de faire que, voilà, quelques adaptations de tableau. Mais regardez, je trouve que son tableau, il est vraiment intéressant ici. C'est un tableau intéressant ici, et on peut imaginer donc faire la même chose dans un rapport, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre plein de tableaux pour chaque test, eh bien on va dire tous les tests de student, je vais les regrouper dans un même tableau. Et alors vous voyez ici, il vous propose trois tableaux, et bien moi je pourrais même vous dire, pourquoi pas ne faire qu'un seul tableau de ces trois-là. Alors comment faire qu'un seul tableau? Eh bien l'idée par exemple, ce serait de dire, bon estime de soi, on va découper en hommes et femmes, donc on va diviser, on va dire, une ligne globale. Moi, je regrouperai dans les tableaux dans Word, ou je regrouperai estime de soi, là, les deux cases, la case vide en dessous, en gris, et estime de soi. Je ferai grouper les cases, ou je sais plus comment ça s'appelle dans Word. euh, ouais, regrouper, ouais, je crois que c'est ça, se regrouper les cases. Donc, je les regrouperai. Donc, je ferai une ligne globale estime de soi qui serait tout sous-divisé en des lignes hommes et femmes ici, 41 hommes, 49 femmes. Je mets la moyenne, je mets l'écart type. Après, les deux dernières colonnes, on va pas les regarder, donc celles-là, je les mets pas. Par contre, à la place, je vais à nouveau regrouper les cases. Le 0,8, 0,7, là, je vais les enlever, mais je vais regrouper leurs cases. Et à la place, par exemple, je vais mettre le T student. Voilà, la valeur du T. La colonne d'à côté, je mettrai la valeur du P. On peut aussi la différence, vous voyez, la différence moyenne entre les moyennes, on pourrait la mettre, vous voyez, les moyennes sont là, 2,55, 2,50, à côté, vous pourriez mettre une case différence moyenne, si vous voulez, ou après le quartile, peut-être ce serait plus logique à cet endroit, enfin, pas plus logique, mais peut-être mieux, parce que ça regrouperait les cases à cet endroit-là. Le dé de Cohen, pareil, je ferai une colonne supplémentaire, je mettrai le dé de Cohen. Donc en fait, on aura un tableau qui regrouperait tout et qui serait vraiment facile à lire, synthétique, très agréable. Vous voyez, en grisant les lignes une sur deux comme ça peut être aussi très, très agréable à lire. Et donc, on aurait toutes les informations, peut-être sur un grand tableau sur une page, si on a fait 15 tests ou 20 tests, et bien on pourrait tout regrouper dans un tableau comme ça sur une seule page, un seul tableau. Pour le lecteur, honnêtement, c'est juste du bonheur. Je vous le dis, hein, quand on lit des mémoires, tout ça, ce genre de tableau, c'est juste du bonheur. Donc toujours, à vous d'être créatif. Ne faites pas simplement des copier-coller, parce qu'en plus, vous pouvez faire des copier-coller pour les annexes. Là, il n'y a aucun souci, il faut absolument mettre vos tableaux dans les annexes. Donc faites des copier-coller dans les annexes. Mais dans le corps du texte, dans votre rapport, dans votre mémoire, dans votre thèse, peut-être plus tard, si vous faites un doctorat, synthétisez vos tableaux, soyez créatifs. Et enlevez surtout, enlevez les informations que vous n'utilisez pas. Par exemple, ici, la colonne ES et coefficient de variation, c'est les colonnes que vous n'allez pas utiliser. Et bien celles-là, elles doivent disparaître parce que si vous les mettez,
eh bien, le membre du jury, par exemple, si c'est une soutenance de mémoire, le membre du jury peut vous demander, ah tiens, vous n'avez pas commenté ça. Vous l'avez mis, mais vous ne l'avez pas commenté. Et là, vous allez être bien embêté si vous ne savez pas le commenter. Donc, en fait, enlevez les informations non pertinentes et puis faites des tableaux qui fusionnent tout. Et il y a une autre chose. Donc, si vous mettez une colonne T à la place de ES, vous mettez votre T student, par exemple, ou votre Welsh, hein, bah, ça dépend de quoi, que ce soit T ou Welsh, ça dépend du test de Leven. Là, le test de Leven, par exemple, vous n'avez peut-être pas besoin de le mettre. Vous n'avez peut-être pas besoin de le faire apparaître. Mais si vous l'utilisez pour utiliser un test de Welsh, par exemple, vous mettez la colonne teststudent/Welsh, ça veut dire que c'est soit student, soit Welsh, et quand vous mettez une valeur, bah, vous mettez un astérisque à côté, par exemple, si c'est Welsh. Et l'astérisque renverra à une note en dessous du tableau, avec l'astérisque, qui dira, bah, quand il y a l'astérisque, ça signifie que l'event était significatif et qu'on a utilisé le test de Welsh. Et voyez, et votre tableau, il va être très synthétique, on aura les bonnes informations, et ce tableau de l'event, finalement, bah, il sera dans les annexes, hein. Bien sûr, copier-coller dans les annexes, ça n'y a pas de souci. Mais dans le corps de texte, on ne le verra pas apparaître. Pourtant, vous en tiendrez compte et le lecteur pourra savoir quand il y avait des variances hétérogènes et quand vous avez utilisé une formule de Welch. Alors, concernant le commentaire maintenant de le commentaire des résultats, donc concernant l'estime de soi, euh, concernant l'estime de soi, on voit qu'il existe une différence entre hommes et femmes dans cet échantillon. Donc les hommes présentent une meilleure estime de soi que les femmes ici. Ah oui, voilà. Bon, je dis les choses comme ça, c'est pas très bien. En fait, quand je demande habituellement aux lycéens, aux étudiants que j'ai devant moi, dans les groupes de TD, quand je leur demande de commenter ça, en général, ils vont dire, ah ben les hommes ont un score d'estime de soi de 2,55, les femmes de 2,50. Donc le score des hommes est supérieur à celui des femmes. Donc par exemple, c'est souvent quelque chose que je vais avoir comme ça. Alors commenter ça, c'est pas faux évidemment, mais commenter ça comme ça, c'est dire la même chose que ce que le lecteur verra dans le tableau. Et ça pose souci. Donc, ça pose problème. Et il faut, pour que votre commentaire soit intéressant, il faut qu'il y ait une plus-value. Et la plus-value, c'est l'interprétation. Donc, qu'est-ce que ça signifie un score plus élevé des hommes par rapport aux femmes, des lycéens par rapport aux lycéennes ici? Eh bien, on va dire dans mon échantillon, les lycéens présentent une meilleure estime de soi que les lycéennes. Vous voyez? Et entre parenthèses, vous mettez les scores. Entre parenthèses, vous dites de 55 les hommes, de 50 les femmes. Donc, voilà, il y a une interprétation tout de suite, et ça, c'est important. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce que bah, le lecteur, lui, il ne sait pas toujours, finalement, si 2,55, c'est mieux que 2,50. Alors, et justement, ce que je viens de dire là, la conclusion que je viens de dire quand j'ai dit les lycéens présentent une meilleure estime de soi que les lycéennes, eh bien, cette interprétation des scores, elle est fausse. Elle est fausse. Alors, normalement, spontanément, c'est celle que ferait n'importe qui, hein, dans les groupes de TD chaque année, tous les étudiants et étudiantes me disent oui, oui, c'est ça, dans cette recherche, même si l'écart est faible, hein, ça on verra après, peut-être qu'il est négligeable, on va voir. Mais si on commente simplement de manière objective ici, oui, les lycéens présentent une meilleure estime de soi que les lycéennes parce que le score est plus élevé. C'est tout à fait naturel, notre cerveau a envie de penser comme ça. Sauf que, il faut quand même regarder quelque chose de très important ici. Alors, je sais pas ce qu'il me fait là. J'ai plus de connexion Internet ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un peu embêtant. Donc ça marche. Est-ce que je voulais? Ouais, je vais aller voir là. Je vais revenir en arrière ici et je vais. Ouais, non, j'ai vraiment un problème d'Internet, on dirait. Bon, on va voir. Ça va peut-être revenir. Je voudrais aller sur Bible de codification. Bon, malheureusement, voilà, bon, c'est pas de bol pour moi. J'ai un problème d'internet. Ouais, je vois qu'il n'y a plus de réseau. Blablabla. Bah, je vais peut-être me connecter sur mon iPhone dans ce cas-là. Je sais pas pourquoi il a planté. Bon, je vais prendre mon iPhone, ok. Et je vais essayer de finir comme ça. Désolé, hein, c'est les aléas, voilà. Alors, est-ce qu'il se connecte? Est-ce que maintenant il met toujours quelques secondes, même quand il est connecté? Est-ce qu'il va y arriver? Oui, il va mettre quelques secondes. Bon, en fait, ce qu'il faut regarder, je vais vous le montrer dans un instant dès que ce sera reconnecté, mais ce qu'il faut regarder, en fait, ce qui est important de regarder, c'est comment on a coté la cotation des items de notre échelle. Pour l'estime de soi, comment a-t-on coté nos items? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait dû faire des recodages d'items pour l'estime de soi pour pouvoir calculer le score total.
Donc vous voyez, on avait fait des recodages où 1, 2, 3, 4 était devenu 4, 3, 2, 1. Et bah, justement, la question, c'est comment finalement on a codé les choses et comment on doit l'interpréter au final. Donc je vais, hop, essayer de relancer. Voilà, ça y est, ça s'est connecté. Donc je reviens sur l'estime de soi, je vais zoomer un petit peu, voilà. Je reprends mes items ici et vous voyez que j'ai mis dans l'ensemble, je suis satisfait de moi. Bah, premier item, c'est un item qui est plutôt positif. Et si la personne dit tout à fait d'accord, ça veut dire que bah, elle aurait une bonne estime de soi, eh bien on lui accorde le score de 1, le score le plus bas. Et si elle dit pas du tout d'accord ou potentiellement elle aurait une mauvaise estime d'elle-même, eh bien elle aurait le score de 4. Et cet item 1, on l'a pas recodé. Ce qu'on a recodé, c'est le 2, 5, 6, 8, 9. Et donc regardons le 2. Parfois, je pense que je ne vaux rien, donc ça témoigne plutôt, c'est une valence négative, hein, ça témoigne plutôt d'une mauvaise estime de soi. Eh bien, si je dis tout à fait d'accord avec ça, eh bien, je présente une mauvaise estime de moi. Je présente une mauvaise estime de moi, et si je dis pas du tout d'accord, je présente une bonne estime de moi a priori. Sauf que on les a recodés, on les a inversés. Donc quand je dis tout à fait d'accord et que je dis que j'ai une mauvaise estime de moi, eh bien j'aurai un score de 4. Donc j'aurai le score le plus élevé. Et c'est comme ça qu'on a agrégé nos items, qu'on les a moyennés à la fin. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que le score élevé d'estime de soi, c'est un score qui témoigne d'une mauvaise estime de soi. Donc ici, c'est le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est bien les hommes qui ont le score le plus élevé. Mais ce que ça signifie, c'est que les lycéens présentent une moins bonne estime de soi que les... là, je regarde les cartes types, c'est pas bon, mais voilà. Les lycéens avec 2,55 présentent une moins bonne estime de soi que les lycéennes. Donc attention toujours à la cotation de vos échelles. C'est pas un piège que j'ai fait, c'est un auto-piège en fait. Quand j'ai créé la base de données, j'ai recodé comme ça sans me poser la question. Et après, je me suis rendu compte que je m'étais auto-piégé puisque mon cerveau, comme le vôtre, a sûrement envie de penser qu'un score élevé d'estime de soi, eh bien, témoignera d'une bonne estime de soi. Et ben non, c'est le contraire ici. C'est qu'une question de cotation. On aurait pu faire le contraire, hein. Au lieu de recoder les items 2, 5, 6, 8, 9, on aurait pu recoder l'item 1, l'item 3, l'item 4, voilà, on aurait pu recoder les autres items, c'est-à-dire ceux à valence positive. Voilà, on a fait ceux à valence négative, un recodage de ceux à valence négative, et ça donne ce résultat-là. Alors maintenant, je vais aller assez vite dans le commentaire, hein. Donc on voit que la différence entre hommes et femmes, bah, elle paraît pas énorme, mais encore une fois, elle paraît pas énorme, c'est pas scientifique. Je vais regarder mon T-Sudan, mais avant, il faut que je m'assure que les variances, vous voyez, les écarts types ici, 0,54, 0,52, il faut que je m'assure qu'ils soient équivalents. Bon, simplement en jetant un regard comme ça, j'ai envie de penser qu'ils sont équivalents. 0,54, 0,52, il y a 2 centièmes de différence. Ça me paraît pas, voilà, ça me paraît pas une différence fondamentale. Donc je regarde le F de Leven ici et la probabilité associée 0,88. Donc on va dire que les variances ne diffèrent pas significativement, donc pas de souci pour utiliser le T-Sudan. Le T-Sudan est égal à 0,42, donc interprété par Cohen, c'est 0,09. Si je retourne maintenant dans JAD 0,09, vous voyez que c'est inférieur à 0,2, donc c'est un effet négligeable. Donc la différence entre les lycéens et lycéennes de 55 de 50, c'est une différence qui n'est pas qui est négligeable et qui n'est pas aussi, si on regarde la probabilité 0,68, qui n'est pas significative puisque supérieure à 0,05. Donc en fait, hommes et femmes ici, lycéens, lycéennes, ne diffèrent pas significativement dans les niveaux d'estime de soi. Voilà. Mais je peux pas, ne diffère pas significativement, donc je ne peux pas faire une inférence au reste de la population, puisque ce n'est pas significatif, mais en tout cas, voilà, on n'a pas de différence significative dans notre échantillon. Sur l'efficacité personnelle perçue, les hommes ont un score de 2,70, les femmes de 2,39. Alors là, je vais pas vous laisser dans l'erreur. Je vais vous dire, bah, cette fois-ci, c'est plus logique, c'est-à-dire que le score élevé témoigne d'une bonne efficacité personnelle perçue, hein. Les hommes ici se perçoivent, je dis bien se perçoivent, c'est une perception, c'est pas la réalité, mais ils se perçoivent plus efficaces que les femmes. Ça veut pas dire qu'ils sont plus efficaces dans ce qu'ils font, mais ils se perçoivent plus efficaces que les femmes ici. Donc lycéens se perçoivent plus efficaces que les lycéennes dans notre échantillon, hein. Attention, on commande notre échantillon. Au niveau des variances, 0,68, 0,63, le test de Leven, eh bien, il est non significatif, vous voyez, 0,43. Donc, je n'ai pas de souci à utiliser mon t de student. Mon t de student est égal à 2,26. Tiens, c'est une valeur qui s'éloigne de 0, donc c'est une valeur déjà un peu plus intéressante. On regarde le D de Cohen, il est égal à 0,48. Je reviens ici, 0,48, c'est quasiment 0,5, hein, 0,50. Donc, on va considérer qu'on a une différence de taille moyenne, donc concernant les perceptions d'efficacité personnelle perçue entre les hommes et les femmes, différence de taille moyenne. Donc 2,70, 2,39. Peut-être que subjectivement, vous avez envie de penser que c'est pas beaucoup, mais statistiquement, on est en train de montrer qu'il existe une différence de taille moyenne.
et qui est significative. Regardez, hein, PP top, là, donc le t de Sudane qui est égal à 2,26, avec un P de 0,03, donc inférieur à 0,05. Donc la différence observée ici chez nos lycéens, hein, dans le lycée Cormontel, eh bien, cette différence est significative, c'est-à-dire que bah, je peux inférer que de manière générale, cette fois-ci, les lycéens, donc quel que soit le lycée, quelles que soient les années, eh bien, les lycéens se perçoivent plus efficaces que les lycéennes. Encore une fois, c'est une perception, ça ne veut pas dire qu'ils le sont, et je suppose que c'est pas le cas. Ensuite, troubles anxio-dépressifs, donc là c'est un cas particulier, on est sur des. Je rappelle toujours qu'on est sur des données fictives ici, c'est important de le dire. Bon, il se trouve que le hasard a fait que hommes et femmes ont les mêmes niveaux hein, de troubles anxio-dépressifs de 14 de 14. Alors, c'est pas les mêmes, c'est pas un copier-coller des valeurs chez les hommes et chez les femmes, hein, ce ne sont pas les mêmes valeurs chez les hommes et les femmes, même si la moyenne est identique. Ça se voit à travers la variance, hein, 0,44 chez les hommes, 0,52. On voit bien que la dispersion n'est pas la même chez les hommes et chez les femmes. Et d'ailleurs qu'il existe une différence, alors une différence qui est exprimée ici avec des puissances, hein, 10 puissance moins 3 c'est 0,001, c'est-à-dire un 1 en troisième décimale après la virgule, donc 0,001, et donc moins 4,05 fois 0,0001, je ne sais pas si j'ai pas mis un zéro trop là, mais en fait ça va donner 0, alors moins, pardon, moins 0,00405. Voilà ce que ça va vous donner. Donc la différence, elle est extrêmement faible, mais elle existe. Mais elle est extrêmement faible. Je regarde quand même le test de Leven pour savoir si mes variances ici 0,50 0,44, 0,52 sont équivalentes. Bon, bah, le F de Leven est non significatif, donc on va considérer que 0,44, 0,52 c'est homogène. Donc pas de souci encore une fois pour utiliser le test student. Donc ici, il n'y a jamais de problème. Donc 0,04 traduit par un dé de Cohen, donc pareil, hein, c'est puissance, mais ça veut dire que le dé de Cohen est très 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 faible ici, et donc ça va être extrêmement négligeable, hein, c'est-à-dire que la différence est quasi inexistante. Bah, c'est d'ailleurs ce qu'on a constaté hein, quand on l'a regardé ici. Et donc, bah, si j'annonce quand même, si malgré tout, je veux annoncer qu'il existe une différence chez les lycéens dans les troubles anxio-dépressifs, enfin entre lycéens et lycéennes, eh bien j'aurai 97% de chances de me tromper. Bon, ben voilà, à moins d'avoir pris un peu de drogue, je ne pense pas que je vais prendre ce risque-là. D'accord? Donc ici, la différence n'existe pas, elle est non significative, elle est négligeable et non significative. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces trois questions, hein, si je reviens à mon diaporama, sur ces trois questions. Alors je vais repasser mes slides, ça prend un peu de temps parce qu'il y a voilà, des petites choses voilà, qui viennent m'embêter. Donc tout ça, oui, tout ça j'ai passé, il faut que je repasse mes slides. Et puis maintenant, voilà, j'arrive à la question 2. Et ma deuxième question que je vous pose ici, hein, donc vous pouvez faire d'ailleurs une petite pause pour respirer avant de reprendre la vidéo, mais voilà, question 2, le chercheur se demande s'il existe une différence entre les élèves ayant obtenu leur bac et les élèves ne l'ayant pas obtenu, différence entre ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué au bac, concernant l'estime de soi, l'efficacité personnelle perçue et les troubles anxio-dépressifs. Donc là, encore une fois, à vous de jouer, vous mettez sur pause et on traite ça ensemble dans un instant. Alors, qu'en est-il de cette question? Eh bien, on est dans la même situation que celle précédente, décrite au début de cette vidéo, hein. Encore une fois, je regroupe dans la même vidéo les questions de même type. On est dans un cas de fainéantise, voilà, révélée au monde, hein. Voilà, j'ai été feignant. Alors, j'ai dans cette question plusieurs variables. J'ai l'obtention du bac. Donc, obtention du bac, réussite échec, c'est une variable nominale à deux modalités de groupes indépendants. Et les autres variables que j'ai présentes ici sont l'estime de soi, donc on a déjà vu, variable d'intervalle, l'efficacité personnelle perçue, variable d'intervalle, et pareil pour les troubles anxio-dépressifs. Donc ici, j'ai quatre questions, quatre variables, et on est dans la même situation que précédemment. Alors je crois que j'ai un petit problème de diaporama, voilà, je sais pas pourquoi j'ai du mal faire mon diapo. Ok, avec des petits effets, voilà, j'ai mal maîtrisé les choses. Je passe à la slide suivante. Donc si on découpe la question, bah, ça va être comme précédemment, on va obtenir, voilà, le chercheur se demande s'il existe une différence entre ceux qui ont obtenu, ceux qui n'ont pas obtenu leur bac, concernant un, l'estime de soi, concernant deux, l'efficacité personnelle perçue, et les troubles anxio-dépressifs. Et donc ça va donner ceci, comme tout à l'heure, on va avoir trois questions. Alors, je vous laisse les lire, hein, mettez sur pause si vous voulez les lire. Je ne vais pas les relire à chaque fois, mais c'est la même chose que ce qu'on avait dans le cas précédent, sauf que tout à l'heure, on comparait hommes et femmes. Maintenant, on compare ceux qui ont eu le bac, ceux qui n'ont pas eu. J'ai donc trois questions que je vais traiter indépendamment les unes des autres. Dans chacune de ces questions, j'ai une variable à deux modalités définissant deux groupes indépendants.
Donc, est-ce que j'ai le document? Voilà, c'est ce document-là. Donc, comme tout à l'heure, hein, c'est la même chose. J'ai une des deux variables qui a deux modalités définissant de groupe indépendant. C'est la variable obtention bac. Est-ce que j'ai mon bac? Est-ce que je ne l'ai pas? Et puis, la deuxième variable, à chaque fois, ça va être une variable d'intervalle, hein, que ce soit dans l'estime, dans l'efficacité, troubles anxio-dépressifs, à chaque fois, variable d'intervalle. Donc, on va être dans le dernier tiré. La deuxième variable est numérique ici, continue ou par intervalle. Et donc, on va réaliser un test T de student. Et pensez bien à l'examen, mettez-moi toute la phrase, c'est-à-dire test T de student pour échantillon indépendant. Il existe plusieurs types de test student. Si vous ne me mettez pas lequel le jour de l'examen, où je vous demande que ça, eh bien, vous n'aurez que si je suis de bonne humeur, je vous mettrai que la moitié des points. Donc, c'est vraiment important, hein. Vous lisez test T de student pour échantillon indépendant, vous écrivez tout ça le jour d'examen sur votre copie. Donc, effectivement, bah, à chaque fois, ça va être la même chose. C'est la même chose que ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de réaliser. Alors, bah maintenant, on retourne dans JASP, hein, pour faire ces tests et en finir avec cette question. Ce que je vais faire, donc j'ai déjà tout préparé, mais vous voyez, tout à l'heure, on parlait du sexe. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon analyse. Pardon, c'est pas ça que je voulais, c'est pas le point I, c'est je veux dupliquer la petite icône verte. Je duplique simplement au lieu du sexe, cette fois-ci, je vais remplacer ça par l'obtention du bac, hein. C'est l'obtention du bac qui va créer les groupes. Donc je mets obtention du bac ici, voilà. Toutes les options, bah, comme je viens de dupliquer toutes les options que j'avais cochées tout à l'heure, elles y sont déjà, donc c'est parfait. C'est pour ça que je duplique, c'est pour aller plus vite. Alors, qu'en est-il? Bah, vous voyez, hein, les mêmes tableaux que tout à l'heure, ils regroupent tout. Pour l'estime de soi, ceux qui ont échoué ont une moyenne de 3,08, hein, un score moyen de 3,08 à l'échelle d'estime de soi. Ceux qui ont obtenu leur bac ont un score de 2,41. Eh bien, rappelez-vous, le score faible représente une bonne estime de soi. Donc, ça veut dire que les gens, enfin les lycéens, lycéennes qui obtiennent leur bac, eh bien, présentent une meilleure estime de soi que les lycéens, lycéennes qui n'obtiennent pas leur bac. 2,41 versus 3,08, entre parenthèses, vous mettez toujours les moyennes. Qu'en est-il au niveau des variances? Les variances 0,25, 0,50. Alors, si vous regardez juste ça comme ça en vous disant, bah, il y a 25 centièmes de différence, vous vous dites 25 centièmes, c'est peut-être pas grand-chose. Oh, ouais, mais là, il y a autre chose à considérer, c'est que 0,25, c'est la moitié de 0,50. 0,50, c'est le double de 0,25. Donc, les variations sont deux fois plus importantes dans le groupe de réussite que dans le groupe échec. Et ça paraît quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. C'est pas quelque chose qu'on va laisser de côté comme ça. On regarde le F de Leven, parce qu'évidemment, bah, il nous faut le test scientifique, et le F de Leven qui est donné dans le tableau du dessus, pour estime de soi, il est significatif. C'est la première fois qu'on voit que le F de Leven va être significatif. Donc, il nous dit bien que ces deux variances-là, à travers les écarts types 0,25, 0,50, eh bien, ces deux variances, elles sont significativement différentes. Ah, mais le problème, c'est que je ne peux pas utiliser le test student. Je ne peux pas, dans mon premier tableau, là-haut, regarder estime de soi et dire mon test student est égal à 5,13 et interpréter ça. Parce que les variances diffèrent significativement. Dans ce cas-là, il me faut le test de Welch. Donc, je vais aller cocher mon option test de Welch ici. Alors, je laisse student parce que bah, peut-être que pour les autres variables, j'aurai besoin de student. Donc, je laisse les deux, mais je vais lire pour l'estime de soi, je vais lire le test de Welch. Et vous voyez cette fois-ci qu'entre 5,13 pour student et 7,76 pour Welch, cette fois-ci, il y a une différence, hein. On avait vu, quand on avait parlé tout à l'heure, on avait vu qu'il n'y avait pas de différence entre student et Welch. Ici, on voit une différence parce que bah, les variances diffèrent significativement. Alors le Welsh, comme toujours, hein, je ne sais pas le lire, j'ai toujours pas appris cette langue-là. Donc je vais regarder le det Cohen qui est égal à 1,71. Et alors là, 1,71, si je reviens dans le tableau d'Anjas pour les valeurs repères du det Cohen, eh bien vous voyez qu'un effet important c'est 0,8 et tout ce qui sera au-dessus de 0,8 sera très 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 important. Alors évidemment, dans un rapport, on va pas dire 1,71, non, oui c'est 1,71 ici, je vais mettre ma grosse flèche si vous voyez mieux, voilà, 1,71 ici. On va pas dire que c'est très 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 important, on va pas dire ça, hein. On va rester sur une taille d'effet importante. Donc ici, on a une taille d'effet importante, c'est-à-dire que la différence entre ceux qui ont eu leur bac, ceux qui ne l'ont pas eu en termes de moyenne au bac, non, en termes d'estime de soi, évidemment. En termes de moyenne au bac, évidemment, il y aura une grande différence puisqu'ils ne l'ont pas eu. Mais en termes d'estime de soi, ici, eh bien, la différence est importante, hein. On pourrait même dire très 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 importante, mais dans un rapport, on mettra la différence est jugée importante grâce au dé de Cohen. Donc on a une différence importante, et cette différence importante, bah, elle pourrait être simplement liée à notre échantillon. Donc ça sera un biais d'échantillonnage, hein. Cette année-là, quand Montaigne, il se trouve qu'on a observé ça.
Ou alors, c'est quelque chose qui est une généralité qu'on pourrait faire, qui s'appliquerait à tous les lycéens, lycéennes chaque année qui obtiennent ou qui n'obtiennent pas leur bac. Ça pourrait être quelque chose de plus général. Et donc, on regarde la probabilité. Eh bien, la probabilité que ça s'applique à tout le monde, la probabilité de se tromper en disant que ça s'applique à tout le monde, la probabilité est inférieure à 0,001. Donc, en fait, c'est une probabilité extrêmement faible de se tromper en affirmant que les lycéens qui obtiennent leur bac présentent une estime de soi significativement meilleure que les lycéens qui n'obtiennent pas. Et la différence entre les deux est une différence très forte. Donc voilà pour l'estime de soi. Pour l'efficacité personnelle perçue, 2,21 pour ceux qui échouent, 2,60 pour ceux qui réussissent. Donc ceux qui réussissent à obtenir leur bac, les lycéens et lycéennes qui obtiennent leur bac se perçoivent plus efficaces que les lycéens qui ne l'obtiennent pas. Il y a quelque chose d'un peu logique dans cette phrase, hein. Ça paraît pas, voilà, paraît pas un résultat difficile à discuter dans la fin de votre mémoire ou dans la fin de votre rapport. Ça paraît tout à fait logique. Les écarts types 0,77, 0,63. Donc là, je regarde le F de Leven. Et la probabilité associée, il me dit que la probabilité est de 0,10, donc elle est supérieure à 0,05. Donc on va dire que 0,77, 0,63, ça ne diffère pas significativement. Donc là, je vais utiliser un test student. Donc je regarde le test student, donc dans mon, pardon, je suis un peu trop remonté, voilà, dans mon tableau, le premier tableau ici, pptot, je regarde le test student, donc moins 2,08. Alors le moins n'a pas d'importance parce que c'est, si on avait mis échec avant réussite ou réussite avant échec, ben on a soit un moins, soit un plus, donc c'est pas très important ici. Donc on va dire que c'est une valeur de 2,08. Cette valeur de 2,08, elle représente un test student de 0,59, hein. Pareil, le moins n'a pas d'importance. Donc ça va être un effet médium, donc moyen, hein, c'est une taille d'effet moyenne ici, donc c'est pas une taille d'effet faible, c'est pas négligeable, c'est une taille d'effet moyenne ici, donc on doit considérer ici, et on voit que ce t-student est significatif, hein, donc 0,04. Alors il est tout juste en dessous de 0,05, mais il est significatif et on va considérer que les lycéens qui ont échoué au bac se perçoivent significativement moins efficaces que les lycéens qui ont obtenu leur bac et que la différence entre les deux est une différence de taille moyenne. Voilà ce qu'on va dire ici. Alors j'attire juste votre attention sur le fait que quand on a comparé les variances, on a regardé le F de Leven et on a dit bah c'est pas significatif, donc les variances ne diffèrent pas et on utilise le test student. Mais si jamais on s'était trompé, on avait dit ah bah oui je dois utiliser le test de Welch, enfin voilà, je suis un peu confus, je me suis planté, j'utilise le test de Welch. Le test de Welch, bah, vous arriverez à peu près à la même conclusion sur la taille d'effet, sauf que regardez la probabilité est supérieure à 0,05. Et donc, dans ce cas-là, vous auriez dit, si vous jamais vous étiez trompé, bah, vous auriez dit finalement qu'il n'y a pas de différence significative. Donc, il faut faire très attention de ne pas se tromper quand on lit le test de Leven et qu'on l'interprète, parce que bah, ça va vous conduire à utiliser soit Student, soit Elch, et dans le cas présent, vous voyez que vous n'arrivez pas à la même conclusion. Donc, très important de regarder Leven, d'utiliser le bon test et de ne pas se tromper. Pour finir, les troubles anxio-dépressifs, encore une fois, un donné fictive oblige, on remarque que ben, les moyennes sont les mêmes, d'ailleurs sont les mêmes que tout à l'heure, même si les variances sont pas les mêmes. Donc c'est un peu étrange, un peu comme ça, mais c'est des données fictives. L'event est non significatif ici, donc il n'y a pas de problème à utiliser student. Student, il est très 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 faible, hein. Il faut aller à 10 décimales derrière le 0, après la virgule, pour trouver une valeur de student. Donc c'est un student qui est proche de 0. Quand student est proche de 0, c'est qu'il n'y a pas d'effet, hein. Même voilà, quand il s'éloigne, on ne sait pas exactement si c'est faible, moyen ou important, mais quand il est proche de 0, c'est qu'il n'y a pas d'effet. D'ailleurs, la différence moyenne, il faut aller à 11 décimales derrière, enfin à 11e décimale après la virgule pour trouver une différence entre 2,14 et 2,14. Et le D de Cohen, il est proche de 0 aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment négligeable de chez négligeable. Et puis, c'est absolument pas significatif puisque la probabilité est 1, c'est-à-dire que vous avez 100% de vous tromper si vous dites qu'il y a une différence dans les troubles anxio-dépressifs entre réussite et échec. Évidemment, ce sont des données fictives, je suis sûr que dans la réalité, on aurait d'autres résultats, mais voilà, c'était juste pour vous montrer ce qui se passe dans un cas un peu exceptionnel comme celui-ci. Voilà. Alors, j'en finis avec cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle est un petit peu longue, celle-ci. Essayez de bien, bien intégrer ce qui est dit dedans, c'est quand même très important. Et puis, bah, rendez-vous dans la prochaine vidéo.